Bravo à vous. À présent, on va remettre le deuxième prix de cette journée, le prix du livre politique, décerné cette fois par un jury composé, vous l'aurez compris, de journalistes politiques et présidé cette année, et c'était un immense bonheur, par Costa Gavras, dont je me demande s'il ne s'est pas dit à nous suivre pendant des semaines si diriger des journalistes n'était pas plus difficile que diriger des acteurs, et notamment ce matin, parce que les délibérations ont été houleuses, complexes, jusqu'au bout. Quelques mots à Costa Gavras qui va nous parler de cette expérience de président du jury, et puis ensuite, place aux lauréats. Bien voilà, il y a eu ce matin la dernière rencontre pour les derniers choix. Vous savez, les choix sont divers. On commence par beaucoup de livres et puis on a fini avec le choix des 3 livres. Et ce matin, il a fallu discuter si je ferais 3 livres. Ça a été, disons, enfin ça a été très bien, puisque finalement... Alors, le choix s'est fait comme ceci. Il y a 3 livres. Premier livre d'Alain Minck, un Français de temps de coups de souche. Deuxième livre, Piège d'identité de Gilles Finkelstein. Et le troisième livre, je ne le dis pas dans l'ordre de choix, n'est-ce pas? Le mauvais génie d'Ariane Chemin et Vanessa Schneider. Alors, après 2 votes... Il ne faut pas dire tout de suite. On ne dit pas tout de suite. On fait un peu durer le suspense encore. Non, on va d'abord dire quelques mots de chacun de... Je l'ai entendu à la télévision déjà. Hein. Alors ça ne va pas du tout, c'est que la télévision fait mal son travail. On va dire quelques mots de chacun de ces ouvrages. Il faut savoir se remettre en question soi-même. C'est François Bazin qui va nous dire quelques mots du livre d'Ariane Chemin et de Vanessa Schneider. En quelques mots et brièvement, car nous sommes déjà très en retard. Très brièvement, pour vous parler du mauvais génie d'Ariane Chemin et Vanessa Schneider. Chère Ariane, chère Vanessa, pour le dire en peu de mots, vous êtes lancée dans un exercice qui est le plus compliqué, le plus risqué qui soit, c'est-à-dire faire le portrait d'un homme qui n'est peu sympathique, qui a longtemps veillé à ce qu'on ne parle pas de lui, ou qui a même à brouiller les pistes, qui a cultivé le mystère comme c'était son arme et son bouclier, et dont le projet était de ranimer une tradition politique que l'on croyait éteinte sur la scène française. À partir de là, quel était le risque? Le risque, c'était de magnifier le héros, d'en faire le deus ex machina d'un quinquennat qui était celui de Nicolas Sarkozy, une sorte de magicien capable de faire on disait à droite à une époque, du gros rouge qui tâche avec de l'eau de Vichy. Pour surmonter ce risque, en écrivant un livre qui soit autre chose qu'un exercice de style, un peu esthétisant dans les basses fossés de la République, il fallait quoi? Il fallait du talent, vous êtes mis à 2, en plus vous avez toutes les 2 du talent, donc c'est tout réussi. Il fallait une information très sûre, et je crois que c'est une des grosses qualités de vos livres, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui se disaient, qui se murmuraient, qu'on devinait, vous les montrez, vous apportez vos preuves. Et du coup, on s'aperçoit que votre Buisson, de ce point de vue, est une découverte. Il fallait aussi enfin un sens de l'histoire qui me permet de montrer comment en politique on peut à la fois être marginal et au cœur du système, comment cette position permet une influence qui est parfois ponctuelle ou épisodique, mais qui au total semble plus forte qu'on ne l'avait imaginé. Enfin, il fallait, je crois, ce sens de l'histoire, sans lequel Buisson n'est qu'un pantin ou une marionnette, au choix, ou un histrion secondaire. Et c'est au fond ce qui est le principal de votre livre. Cet homme, je crois, dit une époque obsédée par les questions identitaires. Cet homme dit le retour, à droite notamment, mais pas seulement, d'un discours et de valeurs, de modes de pensée qu'on avait cru oublier. Cet homme, enfin, est un passeur dans une génération, notamment catholique, ce que vous montrez très bien, que les observateurs avaient un peu méprisé, qu'ils n'ont pas voulu voir et comprendre, car son existence contrevenait à l'idée qu'il se faisait du progrès. On le sait grâce à vous, donc Buisson, c'est plus que Buisson. Vous écrivez un parcours, une cohérence qui ne sont pas anecdotiques. Vous racontez une vie et des idées sans laquelle on ne comprend rien au succès d'autres livres et d'autres penseurs. Je pense à Éric Zemmour ou à Philippe de Villiers. Je ne sais pas si Patrick Buisson est un mauvais génie, mauvais peut-être, génie à voir. Mais en tout cas, en vous lisant, on sait qu'il y a un continent Buisson. Et redécouvrir un continent quand on écrit un livre, avouez que c'est assez fort, et c'est pour cela que le jury a tenu à vous saluer comme les nouvelles exploratrices de la politique française.
Voilà, c'est maintenant Brice Teinturier qui va faire l'éloge du livre de Gilles Finkelstein. Bonjour. C'est un immense plaisir pour moi que de faire l'éloge critique du livre de Gilles Finkelstein et de ses réflexions inquiètes sur la gauche, la droite et la démocratie, sous-titre que je préfère encore au titre Piège d'identité. C'est un très grand plaisir en raison de l'amitié qui nous unit, certes, mais aussi et surtout parce que Gilles Finkelstein réussit dans cet ouvrage à répondre aux deux ambitions que les anciens assignaient à la lecture, placere et docere, faire plaisir, générer du plaisir et enseigner, apprendre au lecteur. Je voudrais dire tout d'abord un mot sur la forme très particulière. Ce livre est un livre clinique, épuré, dégraissé à l'extrême, j'ai envie de dire ascétique dans son écriture. Celle-ci n'est là que pour servir le raisonnement, le rendre plus lumineux, plus précis, plus acéré et plus évident. Et donc permettre au lecteur de comprendre ce raisonnement, de le partager ou de le critiquer, sans artifice inutile, sans effet de manche ni rhétorique empoulée. C'est le livre rigoureux d'un intellectuel qui s'adresse à l'intelligence de son lecteur et uniquement à elle, au raisonnement, aux faits et pas à l'affect. C'est un livre qui est donc d'une immense honnêteté vis-à-vis du lecteur, puisque l'effort produit sur la forme l'invite à partager ses idées et à les rendre accessibles, et puis également honnêteté et exigence vis-à-vis de l'auteur lui-même, puisqu'un tel effort de clarté expose encore plus. Le style, enfin, s'accompagne d'un sens de la formule indéniable. Elles sont souvent lapidaires, ciselées, justes, venant clore le raisonnement. Sur le fond, maintenant, Gilles Finkelstein fait d'abord la généalogie du clivage gauche-droite et montre combien on peut parler jusqu'en 1980 d'un âge d'or de ce clivage, puisque jusqu'à cette date, il structure en effet des oppositions radicales, il ouvre un champ très large de controverses, il est par ailleurs pertinent, jugé pertinent par les citoyens eux-mêmes, qui se classent massivement, et je peux en témoigner à travers nos enquêtes, sur une échelle gauche-droite, et il est également perçu par ces mêmes citoyens comme une grille de lecture de la vie publique fiable. C'est donc un clivage valide et lisible, qui réunit, comme le dit joliment Gilles Finkelstein, les pratiquants et les croyants. Et puis c'est un clivage, jusqu'à cette date, qui est enfin vecteur de fidélité électorale. Viennent ensuite 35 années d'altération de ce clivage, dont Gilles Finkelstein fait l'analyse et le compte-rendu aussi minutieux qu'implacable. Alternance, cohabitation, ouverture, lézarde idéologique avec la chute du mur de Berlin, poussée d'un centre autonome incarné par François Bayrou, montée en puissance d'un Front national et d'un Front républicain qui entend lutter contre lui, construction européenne, enfin, tout cela contribue à lézarder le clivage gauche-droite et à en altérer sa capacité à la fois explicative et propulsive. Mais c'est le mérite de cette partie de ce livre que de montrer aussi que même altéré, ce clivage garde toute sa pertinence. Si Gilles Finkelstein s'était arrêté là, à ce stade, il aurait commis un bon livre sur toute une série d'événements que nous connaissions, et j'aurais salué le talent et apprécié la remise en mémoire et en série de tous ces éléments. Mais il va plus loin et c'est tout l'intérêt. Il a commis, je crois, un livre puissant parce qu'il ne s'est pas arrêté uniquement à ce stade. Poursuivant sa réflexion sur le clivage gauche-droite, il note combien il existe en réalité peu de clivages. Il interroge le clivage populisme et le clivage peuple-élite, en fait l'analyse rigoureuse, honnête, en montre les impasses, fait ensuite le procès de ce qu'il appelle l'illusion élitaire, cette volonté de construire une alliance des réformistes dépassant le clivage gauche-droite, et l'écarte pour différentes raisons, ce qu'elle supposerait en termes de mode de scrutin et donc d'institution, mais également ce qu'elle installerait au plus haut sommet de l'État comme impossibilité d'alternance, pour en arriver finalement à dire qu'il y a peu de clivages globaux et qu'il y a aujourd'hui deux grandes questions qui vont structurer le champ et les controverses publiques, la question de l'égalité et la question de l'identité. Gilles Finkelstein fait ensuite l'analyse de ces deux grandes questions et plaide pour une hiérarchie forte en faveur d'un approfondissement des questions d'égalité au nom de la sagesse démocratique, parce qu'il est plus facile de trouver des compromis, et c'est bien l'art de la démocratie, sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous sommes. C'est donc un livre rigoureux, qui se termine enfin, et c'est suffisamment rare pour ne pas le souligner, par des propositions pour faire avancer la démocratie. On peut trouver qu'il y a un pari, et je le crois, dans ces propositions
qui consiste à dire que l'approfondissement démocratique saura se faire sans changement des règles du jeu, mais c'est parce qu'au fond, Gilles Finkelstein aime le clivage gauche-droite, et parce qu'au fond, il est un esprit à la fois rigoureux et optimiste, rigoureux à travers son livre, il nous le montre, optimiste également à travers les solutions qu'il croit possibles. Merci. Merci. Et puis, troisième et dernier finaliste, Alain Minc, pour un Français de temps de souche, et c'est Étienne Gernel qui nous en dit quelques mots. Oui, je vais faire vite parce que mon prédécesseur a été long. Alors, un Français de... C'est pas gentil ça, ce que je viens de dire, en fait. Je retire. Un Français de temps de souche. Alors, je dois dire qu'au départ, j'ai été extrêmement dubitatif, parce que je suis toujours dubitatif sur les gens qui nous parlent de leurs ancêtres, de leurs ascendances, pour une raison très simple. C'est que sur 5 ou 6 générations, c'est une question de statistique, on descend tous du plombier. Donc les ascendants, c'est pas vraiment les nôtres, jamais complètement, etc. En l'occurrence, ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi les gens sont aussi crispés sur le plombier polonais. Il y a peut-être une petite histoire sexuelle derrière. En l'occurrence, c'est justifié. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'ascendance polonaise. Alors de là à faire d'Alain Minc notre plombier polonais, je n'irai pas jusque-là. Mais il nous parle de son identité. C'est ça qui est intéressant, de son bricolage identitaire, de son père, dentiste, polonais, résistant, juif, dans le sens que vous voulez, et surtout français. Il nous parle de lui-même, de son bricolage. Alors il écrit ça, mauvais juif par prétérition, là, il parle du père, français juif par définition, français d'origine juive par précision, ce qui est une précision absolument essentielle. Il nous parle surtout de sa double appartenance française et européenne. C'est vrai que c'est écrit sur tous nos passeports, hein. République française, Union européenne, on l'oublie souvent. Et lui écrit ce qui est assez réjouissant quand il parle de l'Allemagne. Il parle du pays frère et non pas du voisin d'outre-Rhin. Et la précision, elle a toute son importance. Minc qui nous dessine une France grande, donc européenne, donc ouverte sur le monde, à rebours des pulsions de rétrécissement qui sont nombreuses aujourd'hui à droite comme à gauche. Une France grande, donc exigeante, y compris sur la grammaire et l'orthographe. Hein, il y a tout un chapitre là-dessus. Sa religion de vivre à lui, c'est peut-être le Becherel finalement. Ce nihiliste rigolard, c'est comme ça qu'il se définit, qui n'est pas si nihiliste que ça d'ailleurs, parce que c'est un livre très positif, nous a raconté une belle histoire, la sienne, et puis la nôtre en même temps. C'est un livre réjouissant, positif, optimiste finalement, ce qui fait beaucoup de bien. Et puis un livre bien écrit et agréable à lire. S'il a bricolé son identité, Minc a bricolé ce livre. Donc bravo et merci, monsieur le plombier français. Eh bien, vous pouvez imaginer maintenant dans quel dilemme se trouvaient les jurys. Je me permettrai d'utiliser le système des Jeux olympiques pour que vous compreniez exactement la difficulté que nous avons eue. Alors, je commence par les pièges d'identité de Gilles Finkelstein auxquels nous avons donné le bronze, disons. Vient ensuite les mauvais génies d'Anne Chemin et Vanessa Schneider pour l'argent, avec peut-être un peu d'or. Et enfin, un Français de temps de souche, un Minc qui a l'or. Monsieur Minc, à vous. Je ne pensais pas m'exprimer en tant que plombier français et je n'en aurais peut-être pas tout à fait ni l'allure ni le style. Je suis touché de recevoir ce prix de vos mains, Costa, parce que nous avons un trait d'union qui s'appelle Georges Semprin et qui est pour moi un des pères adoptifs, comme je le dis dans ce bouquin. Je suis évidemment flatté de partager cette estrade avec Jean d'Ormesson, auquel je voue, il le sait, beaucoup d'admiration et qui me rend cela par une amitié très proche et très fidèle. Je voudrais évidemment saluer mes colauréats. Au fond, nous étions le peloton de l'identité. Alors, il y avait la version méphistophélique transcendée par le talent de plume et la version kantienne qui était celle de Gilles Finkelstein. Alors, au fond, c'est moins un plombier que vous avez honoré qu'un bricoleur. Un bricoleur, car je crois qu'une identité, c'est comme l'ADN, c'est, comme le disait Jacques Monod, un vrai bricolage.
Alors, mon bricolage, vous l'avez résumé, je le ferai très rapidement. Je suis viscéralement français, passionnément européen, modérément juif. Viscéralement français, comme peut l'être un enfant de l'assimilation. L'assimilation qui, pour l'essentiel, s'est fait pour mes parents à travers cet incroyable chaudron qui était la résistance étrangère, la MOI, dont le héros était évidemment Manouchian. Et je dois dire que je regrette encore que dans la promotion Panthéon de François Hollande n'ait pas figuré un 5e résistant qui s'appelait Manouchian. Et je pense qu'un étranger qui est mort pour la France aurait eu sa place au Panthéon. Peut-être François Hollande aura-t-il l'occasion d'une épreuve de rattrapage. Viscéralement français, on peut être français par la géographie. Je crois que c'était la vision très mitterrandienne qui a été évoquée à plusieurs reprises. Mais on peut être aussi français par l'acceptation, l'identification à l'histoire. Quand on vient de nulle part, la géographie n'est pas le meilleur instrument. Mais l'histoire est un instrument beaucoup plus facile. Et donc, je me sens viscéralement français par cette histoire qui est totalement la mienne, comme je me sens viscéralement français par cette langue. J'ai écrit un chapitre qui s'appelle « La France d'un amoureux de l'imparfait du subjonctif ». Les circonstances aidant, j'aurais évidemment ajouté 2 mois plus tard, et de l'accent circonflexe. Je suis passionnément européen au sens de la conviction que nos valeurs sont supérieures aux valeurs américaines, qu'aujourd'hui c'est l'endroit du monde qui rime le plus avec le mot liberté. Je le suis au sens de cette construction politique exceptionnelle dont le point d'orgue a été l'euro, vieille divergence avec mon ami Jean-Pierre Chevènement, l'euro qui est à la fois notre bouclier et qui, en certaines circonstances, est notre salut. Mais je suis aussi passionnément européen par le fait de m'être approprié plusieurs pays qui font que je me sens chez moi, à Berlin, à Londres, à Madrid ou à Rome. Et ça m'a valu un échange avec Wolfgang Schäuble, que je narre dans le livre. Nous faisions un débat pour le 50e du traité de l'Élysée. Très difficile d'aborder un débat avec ce personnage éminent et transcendé par son courage dans sa petite chaise. Et je me demandais comment rétablir l'équilibre de la discussion. Et je lui ai dit à Schäuble, vous savez, je me sens chez moi à Berlin, alors que mes 4 grands-parents ont été engloutis dans l'Holocauste. Ce n'est pas mon mérite, c'est votre mérite. Et Schäuble a versé 2 larmes, ce qui m'a permis d'avoir un débat plus équilibré ensuite. Je me sens modérément juif, au sens que je ne fais mienne au fond la définition sartrienne. On est juif par le regard de l'autre, plus évidemment le poids de l'histoire quand on n'a pas eu de grands-parents, chose qu'on ressent quand on devient grand-parent soi-même. Mais puisqu'il s'agit de l'identité juive, je voudrais vous déposer une supplique, Monsieur le Président, puisque vous êtes ici l'expression des pouvoirs publics. Il n'y a pas de juifs de France. Il y a à la rigueur des juifs français, mais il y a surtout des Français juifs. Et puissiez-vous être mon interprète auprès du Premier ministre pour lui dire qu'il ne devrait pas dire, comme il l'a dit au dîner du CRIF, je le regarde à la télé, je ne vais jamais au CRIF, comme il l'a dit au dîner du CRIF, les Juifs de France. C'est un mot communautariste. Et donc, si ce prix me donne un peu de poids au message que je vous demande de lui transmettre, c'est dit avec le sourire, c'est un message profondément sérieux. Merci encore. Eh bien, merci à nos 2 jurys, merci à nos parlementaires, bravo à nos 2 lauréats. Et évidemment, vous donne rendez-vous dès cet après-midi à 14h30 pour la reprise de nos travaux, de ces tables rondes. Vous savez qu'aujourd'hui, on répond à une question très ambitieuse, que sera la politique demain. Alors, rendez-vous 14h30, à tout à l'heure.